Alors nous allons à présent passer au sujet suivant, qui est peut-être le sujet qui fait le plus mal. Eh bien, c'est l'argent. Tous les 2 ans, il y a donc le budget. Je vais vous donner quelques exemples de la manière dont ceci se transforme en bataille, puisque nous aurons 27 pays qui vont se battre pour le dernier centime. Alors, certains, enfin, la légende urbaine dit que Madame Thatcher était tellement furieuse de l'argent qu'elle devait payer, qu'elle a tapé du poing sur la table, qu'elle a tapé son sac à main sur la table en disant je veux mon argent, I want my money back. Ou président de Gaulle qui aurait quitté la table des négociations en pratiquant ce que l'on a appelé par la suite la politique de la chaise vide. Donc tout cela, c'est quelque chose qui relève de la discussion sur les budgets. Alors Madame Thomas va nous parler à présent du prochain cadre financier pluriannuel qui donc après 2020 qui devrait donc prendre fin en 2028, c'est cela? Je vous en prie. I will speak in French. Merci, je vais m'exprimer en français. Bien. Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Effectivement, alors rassurez-vous, on va parler assez peu de chiffres, mais on va en parler quand même parce que le budget c'est aussi des chiffres, mais c'est aussi très politique. Chacun sait ici que le budget, en fait, n'est que le miroir, le reflet des priorités politiques d'une institution, quelle qu'elle soit. Et c'est au moment du budget, dans les États, c'est la même chose, que l'on voit véritablement l'orientation et les priorités politiques qui sont données à une institution. Et on peut faire de très beaux discours, de grands discours, très enflammés. Si au bout du compte, il n'y a pas d'argent pour réaliser ces priorités politiques, eh bien ces grands discours ne sont que poussière ou fumée. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, la question budgétaire est la question sérieuse dans ce Parlement. Alors, comme ça vient de vous être dit, en réalité, bien sûr, il y a un budget annuel de l'Union qui est voté tous les ans, mais ce budget annuel de l'Union, il est contraint dans un budget de 7 ans jusqu'à présent. Ça s'appelle un cadre financier pluriannuel. Et aujourd'hui, nous discutons, quand je dis aujourd'hui, c'est depuis quelques mois déjà, nous discutons du futur financier de l'Union. Et bien sûr, en discutant du futur financier de l'Union pour la période post-2020, eh bien, nous discutons des priorités politiques à venir de l'Union. Avec des difficultés particulières, puisque, effectivement, nous parlons après 2020 d'une Europe à 27 et non plus d'une Europe à 28 et qu'on dit communément que le départ du Royaume-Uni concrètement ce serait moins 12 milliards environ d'euros en moins. Alors une petite nuance quand même par rapport aux net payeurs et par rapport à la fameuse phrase de Margaret Thatcher qui vient de vous être rappelée, I want my money back. En réalité, on s'aperçoit de plus en plus que sur un marché unique, un marché commun, tout ceci n'a plus beaucoup de sens. Et y compris ceux qui étaient les plus fermes se rendent bien compte, je vais vous donner des exemples très concrets. Par exemple, si vous avez des fonds de cohésion qui vont en République tchèque, par exemple, qui doivent servir aux infrastructures de la République tchèque, il se peut très bien, il est même très fréquent que ce soit un consortium d'entreprises, dont une entreprise allemande, une entreprise néerlandaise ou une entreprise portugaise qui est le marché. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire des fonds, enfin, qu'est-ce que ça veut dire I want my money back dans un marché unique déjà installé? Aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose et tout le monde le reconnaît aisément. Donc cette affaire-là de net payeur doit à peu près disparaître de nos têtes, car tout le monde bénéficie du marché unique, tout le monde est sur le marché unique. En revanche, une fois qu'on a dit ça, on a quand même un budget qui de facto est en grande difficulté, d'une part parce que il est ridicule. Bon, on va dire les choses clairement. On est à 1% du PIB.
Si on prend la comparaison du budget fédéral américain, on est à 22% du PIB. Donc on voit bien que pourtant les États-Unis ne sont pas le budget fédéral américain n'est pas un budget particulièrement interventionniste dans l'économie américaine. Donc malgré cela, on a quand même un budget à 22% du PIB. Donc notre petit 1% d'aujourd'hui est vraiment pas très glorieux. Ceci d'autant plus que ça n'a pas toujours été le cas, contrairement à ce qu'on raconte, parce qu'on raconte beaucoup de choses avec parfois peu de contrôle. La réalité, c'est que ce budget européen, il diminue, il n'augmente pas. Si je prends dans les années 90, par exemple, on avait, je crois que c'est 97-98, on était à 1,25 du PIB. Donc on n'est pas en augmentation en termes de part du PIB dans l'investissement dans le budget européen. Donc ça, c'est le paradoxe. Le paradoxe, c'est quoi? C'est qu'on a un budget qui diminue, non seulement de cadre financier pluriannuel en cadre financier pluriannuel. Il faut savoir que le cadre 2014-2020 est inférieur au cadre 2009-2013. Pas de beaucoup, mais on a un pays en plus quand même, la Croatie, depuis 2013. Et donc malgré cela, on a un budget qui a diminué. Et parfois même annuellement, les dépenses ne sont pas forcément engagées. Donc on a un budget qui diminue de manière faible mais drastique, avec paradoxalement, et c'est là le paradoxe, des missions européennes qui, elles, ne cessent d'augmenter. Dans ce cadre financier pluriannuel 2014-2020 particulièrement, nous avons commencé dès 2014 à décider qu'il fallait augmenter, ou plutôt essayer de compenser la faiblesse de l'investissement en Europe depuis la crise de 2008-2009. Donc on a créé un budget investissement avec le fameux EFSI, le fameux plan Juncker, où on a dû couper des politiques de recherche, des politiques d'investissement comme Connecting Europe Facility pour mettre en place l'EFSI, le fameux plan Juncker. Nouvelle priorité, donc l'investissement, mais aussi une nouvelle priorité qui est assez récente depuis 2014, celle de la lutte contre le chômage des jeunes, qu'on avait aussi arrêtée en 2016, pour laquelle le Parlement a fait le forcing pour qu'elle soit rétablie en 2017, parce que malheureusement le chômage des jeunes n'avait pas diminué et malgré cela on avait coupé ce programme contre le chômage des jeunes. On a dû aussi intervenir évidemment avec le phénomène migratoire sur l'accueil et l'insertion des migrants. On a dû aussi créer un fonds d'investissement pour l'Afrique. On a dû renforcer. Bref, on s'est rendu compte tout à coup qu'on avait fait Schengen, mais qu'on n'avait pas pensé aux frontières externes de l'Union européenne en termes de garde frontières, de douane, etc. Donc on a dû là aussi compenser ce manquement. Bref, la situation aberrante, paradoxale, c'est qu'on a des missions qui ne cessent d'augmenter et qu'on continue à vouloir augmenter en matière de sécurité avec les attentats, en matière de sécurité, en matière de défense y compris, des missions qu'on ne cesse de vouloir augmenter, que le Conseil ne cesse de vouloir augmenter, et parallèlement à cela, un budget qui lui stagne, voire réduit. Alors je ne vais pas être beaucoup plus longue parce que le temps qui m'est imparti n'est pas très long si on veut avoir des questions, mais où en sommes-nous aujourd'hui? D'abord, ce que je viens de vous dire, c'est le constat du Parlement. Il a été voté par le Parlement en mars dernier un rapport d'initiative, parce qu'en la matière, la procédure, c'est que le Parlement n'a son mot à dire qu'à la fin. C'est-à-dire, la Commission fait une proposition, le Conseil délibère sur cette proposition, et à la fin de tout cela, le Parlement doit donner son consentement, ou, comme j'ai l'habitude de dire, son veto, c'est-à-dire refuser son consentement. C'est la seule possibilité dans les textes, dans le traité que nous avons. On n'est pas en procédure normale. La procédure normale, vous le savez, c'est la codécision, où le Parlement vote de son côté, le Conseil vote de son côté, et ensuite on se met d'accord ensemble pour trouver des points d'accord sur l'ensemble des textes. Là, dans ce qui est la procédure du cadre financier pluriannuel, tout le processus se fait sans le Parlement et à la fin,
Le Parlement doit juste dire oui ou non, consentement ou veto, telle est la procédure. On a pensé qu'il n'était pas pertinent d'attendre que tout le monde ait travaillé pour donner notre avis, puisque nous sommes aussi l'autorité budgétaire. On a donc fait un rapport d'initiative qui a été très largement voté à 458 voix pour et seulement 177 contre, le reste étant composé d'abstentions. Et ce rapport d'initiative avait pour vocation à influencer la Commission sur sa proposition et bien sûr dire au Conseil voilà, en gros, non pas nos lignes rouges, mais voilà la manière dont le Parlement voit les choses. On a fait un truc très basique, comme tout bon budgétaire. On a pris les dépenses actuelles que nous avons additionnées. On a pris les politiques phares de l'Union que l'on voudrait voir augmenter, que les Européens voudraient voir augmenter. Je pense évidemment à Erasmus+, je pense évidemment à COSME, qui est le programme pour les petites entreprises, je pense à Horizon 2020, ou en tout cas à la politique de la recherche, bref, et à quelques autres programmes qui sont plébiscités et pour lesquels nous avions proposé une augmentation modérée, mais toutefois, marquante. Et puis, on a ajouté tout simplement les priorités politiques qui se sont avérées apparaître dans cette mandature, à savoir, j'en parlais, politique migratoire, politique d'investissement, etc. Et ce calcul n'a été qu'une simple addition de chiffres, et cette addition nous a conduit à 1,3 du PIB. Donc vous voyez quelque chose d'à la fois substantiel, mais à la fois raisonnable, puisque comme je le disais tout à l'heure, dans les années 90, nous étions à 1,25. Donc avec les nouvelles missions, ça ne nous semblait pas délirant. Malheureusement, la proposition de la Commission qui est intervenue le 2 mai est une proposition qui non seulement ne va pas dans le sens ne va pas dans le sens du Parlement, mais qui en plus a un peu maquillé les chiffres, c'est-à-dire, je m'explique, on a un débat avec la Commission assez sévère, assez rude, sur le fait que les chiffres qui nous sont proposés sont la plupart du temps des chiffres en euros courants, et non pas en euros constants. Donc forcément, si on fait sur la fin du cadre financier, on arrive à des, par exemple, moins 10% sur les politiques de cohésion, mais moins 45% aussi sur les fonds de cohésion, c'est-à-dire pour les pays les plus pauvres, qui aboutit à un moins 16% pour la PAC, avec soi-disant la volonté de réformer les politiques agricoles vers une transition vers l'agriculture durable, sauf qu'en supprimant les fonds agricoles, on ne va absolument pas y arriver simplement avec le marché, notamment avec un deuxième pilier qui est touché, qui est atteint de moins 25% de coupe. Bref, on annonce des programmes Erasmus doublés, alors qu'en réalité, dans les vrais chiffres, on est à peine à plus 60% d'augmentation. Idem pour la recherche, où on annonce, idem pour la recherche, où on annonce des chiffres beaucoup plus importants qu'ils ne le sont. Donc, on a une première bataille qui est la bataille des chiffres, parce que quand on veut parler de budget, il faut se mettre d'accord sur les chiffres, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais surtout, on a une bataille sur, tout simplement, est-ce qu'on croit à l'Europe ou est-ce qu'on ne croit pas à l'Europe? Si on ne croit pas à l'Europe, effectivement, continuons à supprimer les budgets. Si on y croit, au contraire, soyons conséquents, raisonnables mais conséquents. C'est la raison pour laquelle le Parlement a lié dans son consentement le fait qu'il n'approuverait un cadre financier pluriannuel proposé par le Conseil qu'à condition qu'il soit accompagné de ressources propres, c'est-à-dire non pas d'une augmentation des contributions nationales que nous ne voulons pas, que nous ne voulons plus, mais d'une augmentation des ressources propres qui se sont fondues, qui ont fondu comme neige au soleil ces dernières années. Voilà, je termine. Je vois que j'ai été beaucoup trop longue, mais pour dire, voilà, Europe ou pas Europe, c'est un peu le sujet du cadre financier pluriannuel à venir. Merci de votre attention. Thank you, Madame Thomas, for... Merci beaucoup, Madame Thomas. Merci d'avoir esquissé le dilemme constant, plus d'Europe, moins d'argent. C'est ma 3e élection européenne que je couvre. Depuis ma première, on a rajouté Galileo, on a rajouté des missions pour chasser les pirates dans la Corne de l'Afrique, toute une série de mesures militaires. Nous avons rajouté également des idées pour plus de coopération militaire, une demi-douzaine de bases de données qui doivent être
maintenu pour persécuter les terroristes. Nous avons rajouté la coopération en matière de défense, le programme d'investissement. Les hommes politiques nationaux disent on doit coopérer plus et utiliser l'argent européen pour combattre le chômage des jeunes. Nous devons utiliser l'argent européen et par l'argent national pour maintenir la coopération policière, etc. Mais en même temps, personne ne veut rajouter de l'argent au budget européen. Donc, si vous me permettez, moi, je voudrais poser une première question et je voudrais que vous leviez les mains si vous voulez poser une question, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Moi, je suis suédoise. Je crois que la Suède est l'un des 3 ou 4 pays qui sont les plus fervents défenseurs d'un petit budget, un budget aussi réduit que possible. Dans mon pays, tous les partis politiques, à l'exception d'un seul, je crois, disent qu'ils veulent plus de coopération, qu'ils veulent plus de coopération en matière de migration, qu'ils veulent plus de coopération policière, qu'ils veulent plus de coopération en matière de défense. Ils veulent de la coopération dans toute une série de domaines, mais ils disent on ne veut pas plus de budget européen. Alors je voudrais vous poser une question. C'est la Suède, les Pays-Bas et la Finlande s'est retirée, je crois. Ils ont accepté de rajouter un peu d'argent. Le troisième pays, c'est qui? C'est le Danemark. Est-ce que c'est le Danemark qui refuse lui aussi de payer plus à l'Europe? Donc la Suède, le Danemark et les Pays-Bas. C'est ceux qui vraiment défendent le plus un budget aussi réduit que possible. Alors pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de cette mentalité qui consiste à dire plus d'argent pour vous, mais occupez-vous de la coopération? En fait, plusieurs aspects. Moi, je comprends très bien que les États ne veulent pas mettre plus d'argent issus de leurs budgets nationaux. Pourquoi? Parce que les budgets nationaux sont eux aussi restreints et en difficulté pour d'autres politiques nationales. Et donc, ce n'est pas ce que demande le Parlement. Le Parlement ne demande pas, et c'est très important à comprendre, le Parlement ne demande pas que les États mettent plus d'argent en provenance des contributions nationales. Je m'explique. Au début du budget de l'Union, le budget de l'Union était composé à 70% par les ressources propres de l'Union. Droits de douane, TVA, taxes spéciales sur les importations agricoles, etc. 70% des recettes du budget de l'Union provenaient des ressources propres et seulement 30% provenaient des contributions nationales, le fameux chèque de Mme Thatcher. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation inversée. Presque 80% des recettes de l'Union proviennent des contributions nationales et seulement 20% proviennent des ressources propres. Et ce qu'on appelle les pères fondateurs de l'Union avaient toujours alerté en disant il ne faut jamais que la structure du budget de l'Union soit composée majoritairement par les contributions nationales, sinon c'est la fin du budget de l'Union. Ils avaient bien vu et ils avaient raison. C'est exactement la situation à laquelle nous sommes confrontés. La seule solution, c'est effectivement de trouver des ressources propres. Donc, moi, je comprends très bien, d'une part, que les États disent stop, parce que nos budgets nationaux, ils ont besoin d'argent aussi, et on ne peut pas, à chaque discussion et à chaque négociation, choisir entre se couper le bras droit et se couper le bras gauche. Le bras droit étant le budget national et le bras gauche étant le budget de l'Union. Et forcément, comme c'est le Conseil qui décide, devinez quel est le bras qu'ils vont préférer couper. Eh bien forcément, c'est celui de l'Union européenne. Donc il faut en finir avec cette logique destructrice et mortifère. Nous avons donc une nécessité de parvenir à un accord. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils ne veulent pas non plus de ressources propres. D'autant que nous avons proposé des ressources propres qui ne touchent pas les citoyens européens. C'est-à-dire, en gros, on considère quoi? On considère que les citoyens, ils payent déjà la TVA. Tous. Même ceux qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Donc, ils payent déjà tous un impôt. Les citoyens, ils payent la plupart du temps un impôt sur le revenu. Pas de raison de... En revanche, il y en a qui ne payent pas. Je suis désolée de le dire, et pas seulement les grandes entreprises du numérique, mais toutes les multinationales qui font en sorte de transférer tel ou tel investissement, telle ou telle négociation
avec tel ou tel pays pour faire en sorte, à la fin, à l'instar de Apple, que je ne citerai pas, enfin que j'ai déjà cité, pour payer 0,005% d'impôt sur les sociétés. C'est totalement inacceptable. Donc la question c'est de trouver, alors je cite l'exemple de la corporate tax, puisqu'elle est prête, elle est votée par le Parlement, enfin en tout cas l'assiette est votée par le Parlement, elle est prête, elle rapporte de l'argent et elle est juste. Parce que pourquoi est-ce que les petites entreprises ou les moyennes entreprises dans nos pays, elles payent la taxe sur les sociétés, sur les entreprises et pas voilà. Donc moi je comprends les États. Je suis d'accord, y compris sur la Suède, parce que j'en ai discuté avec eux, on est allé discuter avec le gouvernement suédois sur les migrations. Moi, je suis tout à fait d'accord avec eux, mais alors qu'ils ne mettent pas des bâtons dans les roues sur les ressources propres. Et il y a aussi, mais j'en parlerai peut-être plus tard, la fameuse conditionnalité migration. Oui. I would like to add there when people... Quand les gens ici au Parlement parlent de ressources propres, il s'agit d'un genre de taxe, d'une manière de faire rentrer directement de l'argent dans le budget européen qui viennent des citoyens sans passer par tous ces processus décisionnels, toutes ces luttes. Oui, un monsieur ici, on n'a pas vraiment beaucoup de temps, donc posez des questions brèves et ensuite... Parce que quand on regarde le projet du budget qu'on nous a présenté, ce qu'on voit dans une première lecture, c'est qu'il y a plus d'argent, on demande plus d'argent aux pays riches pour dépenser plus avec leurs propres soucis. Défense, combattre la défense, la sécurité, l'immigration, et on coupe ce qui est dans les fondamentaux du projet européen. C'est comme ça qu'on va amener le projet européen pour le futur? Merci. Can we take the question from the last... Ensuite, la dame au fond, là-bas, en bleu. Caroline de Camaret de France 24, justement. Moi, la question est plus sur la politique agricole commune, dont on estime qu'il y a une coupe entre 7 et 12% pour les plus pessimistes de cette politique. Il y a beaucoup de pays agricoles dans cette salle, hein, bien sûr, pas seulement, alors on va parler de la France justement, pas seulement la France, mais l'Allemagne, Roumanie, beaucoup de pays qui sont très attachés à cette politique qui a déjà beaucoup diminué dans le dernier budget, qui a 40% maintenant du budget, politique commune donc. Est-ce que, justement, vous êtes aussi eurodéputée française, est-ce que vous avez l'impression que eh bien en France on dit qu'on est très malheureux finalement de cette baisse de la PAC, mais c'est pas tout à fait vrai, qu'en vérité finalement ça nous arrange bien d'investir ailleurs, dans l'innovation, dans la défense, dans d'autres choses qui ont l'air plus modernes. Voilà. Est-ce que donc on est un peu hypocrite sur ce coup-là? Difficile. D'abord pour dire que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la logique de cette proposition de la Commission. Je dis clairement, c'est la fin des politiques de solidarité au profit des politiques de sécurité. C'est ma lecture du budget tel qu'il nous est proposé par la Commission et c'est dramatique parce que la solidarité, c'est ce qui fait la convergence et la convergence, c'est ce qui fait l'harmonie. Et donc, si nous cassons les politiques de convergence, nous cassons l'harmonie et nous cassons l'Union européenne. Donc c'est très important. C'est la position du Parlement que de dire ne touchons pas aux politiques de solidarité, voire même renforçons-les. Il faut savoir que sur le Fonds social européen, il y a aussi moins 10 qui est prévu en coupe. Donc vraiment, je partage tout à fait, et il faut bien avoir ça en tête, c'est la lutte pour le budget de la solidarité et pas pour le budget de la sécurité, en tout cas du point de vue du Parlement. Sur la PAC, on est à peu près dans la même hypocrisie que vous avez décrite, je partage. J'ajoute que les chiffres que vous donnez ne sont pas les nôtres. Les chiffres du Parlement, je ne parle pas des miens, puisque les services du Parlement ont fait leurs propres calculs en euros constants et non pas en euros courants. On est à moins 16 sur la PAC de manière globale et on est à moins 25 sur le deuxième pilier, sur la politique rurale. Donc c'est beaucoup plus grave que ce qui est annoncé par la Commission. Et j'ajoute que, évidemment, si on veut, comme c'est claironné partout, comme le dit la Commission, comme le disent y compris les pays qui ne veulent pas payer, si on veut vraiment et sincèrement une mutation des politiques agricoles vers des politiques plus durables, avec des produits alimentaires plus sûrs du point de vue de la santé, alors cette mutation, elle a un coût. Et ce coût, il faut qu'il passe par la politique agricole commune.
Après, je ne rentre pas dans la politique franco-française, mais on peut en parler après si vous voulez, juste pour dire que, comme je le disais tout à l'heure, il y a d'un côté les discours et de l'autre côté les actes. Et j'ai l'habitude de dire, particulièrement en matière budgétaire, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Alors ceux qui aiment l'Europe doivent aussi se sacrifier pour l'Europe et donner des moyens à l'Europe d'exister. Pour l'instant, j'entends beaucoup de blabla, mais je vois pas beaucoup d'actes concrets sur la table, en espèces, en euros, sonnants et trébuchants. Voilà, merci. And with that, we conclude. Et sur ce, nous concluons cette conférence. Y a-t-il encore des demandes d'intervention, des questions? Bien écoutez, nous en arrivons au terme de notre conférence, mais avant de partir, nous aimerions vraiment applaudir Madame Thomas, merci. J'ai encore quelques points d'information. Donc, il y aura à présent une visite guidée pour vous tous au centre audiovisuel. Nous allons vous partager en groupe. Vous aurez pour chaque groupe un guide. Alors, nous avons ici, pour les visiteurs provenant de Grèce et de Chypre, votre guide s'appelle Eliana. Eliana, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez faire signe? Donc, tous les hellénophones, les Grecs, les Chypriotes, eh bien, vous suivez cette dame. Nos collègues du Portugal, d'Italie et d'Espagne, vous allez suivre Laïa. Laïa et la dame en noir qui vous fait signe. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu plus de silence si vous voulez? Alors Laïa, ça c'est pour les collègues espagnols, italiens et portugais. Les collègues lituaniens, suédois, notamment, vous allez suivre Maria. Voilà, Maria vous montre quels sont les pays qu'elle va accueillir. Les collègues allemands et autrichiens, vous allez suivre Georg, qui est devant la cabine suédoise. Nous avons des collègues lettons qui vont suivre Evita. Les collègues roumains, vous allez suivre Emilia, qui agite les deux bras. Et les collègues bulgares, croates et maltais, vous allez vous suivre Olivier, qui est très grand, qui agite les bras, donc vous ne risquez pas de le rater. Et alors pour les collègues hongrois, ah oui, les Polonais, les Slovaques, l'Estonie et la République tchèque, votre guide est Robert, qui est là. Mais je ne trouve pas la Slovénie. From Belgium. La Belgique, les Pays-Bas, la France, la Hongrie et la Slovénie. Vous devez chercher Isabelle. Où est Isabelle? Isabelle doit être dans la salle quelque part. Elle est devant la porte aussi.